nous sommes ici au Musée des Beaux-Arts de Pau, dans une exposition qui est visible, mais qui malheureusement est invisible, pour les raisons que tout le monde comprend et connaît. Et nous en sommes désolés. Cette exposition, elle est là parce qu'elle fait partie d'un programme un peu plus large, qui a commencé par un ouvrage, par un livre, et qui s'est déployé ensuite en 4 expositions, celle-ci étant la 3e. Ce projet s'appelle « Ici commence le chemin des montagnes », et c'est une interrogation que nous avons portée, Bertrand Genier et moi-même, donc je suis Marie Bruno, autour de la question de la fabrication des regards. C'est un peu pompeux de dire ça, mais de la façon dont nous regardons la montagne, et qui partait de l'idée qu'en fait, on ne regarde que ce que l'on connaît. Donc ce sont les artistes, pas que les artistes, ce sont aussi les savants, ce sont tous les gens qui sont venus dans les montagnes, qui nous ont montré comment les regarder. Et nous les regardons à travers leur regard. Donc ça, c'était notre interrogation de départ, et nous avons commencé avec Bertrand Genier à travailler un livre qui consistait à se dire qu'on allait choisir des œuvres d'artistes ou des œuvres de savants ou des œuvres d'artistes marcheurs, de peintres, de graveurs, et que nous allons tout simplement aller nous rendre avec nos pieds à l'endroit où l'œuvre a pris naissance. Voilà. Ça, c'était le point de départ. De là, l'idée est venue, alors par une suite de rebondissements, l'idée est venue que ces œuvres sur lesquelles nous avions travaillé, ça serait bien de les voir aussi en vrai. Donc de les rassembler dans des musées, évidemment. Donc ce projet, c'est d'un livre, il est devenu exposition. En général, on fait l'inverse, on fait une exposition, puis on fait un catalogue. Là, ça s'est passé comme ça. Et cette exposition qui s'appelle donc « Ici commence le chemin des montagnes, paysage », est la 3e. La première s'est déroulée pendant l'été à la Maison de la Montagne à Pau, avec le soutien du Bel Ordinaire, qui est un centre d'art à Billère. La seconde s'est déroulée pendant l'été au Château Musée Pyrénéen. La première s'appelait Commencement, la seconde s'appelait Campement, et s'intéressait à la question de la façon dont les montagnards s'y sont pris pour séjourner en montagne. La 3e, c'est tout à fait naturel ici, puisque nous sommes à Pau, dans une ville paysage, et puisque nous sommes dans un musée des Beaux-Arts, que cette exposition soit dédiée au paysage. Voilà, alors cette exposition-là, donc, qui s'appelle Paysage avec un S, elle est là parce qu'effectivement, nous sommes à Pau, donc Pau, c'est une ville paysage, et nous sommes dans un musée de peinture, un musée d'art. Donc c'est tout à fait naturel de parler de paysage, parce que le paysage, il a une histoire conjointe avec la peinture. Et les artistes, on parle d'ailleurs de peinture de paysage, qui est une chose bien particulière, qui a un sens particulier dans le registre de l'histoire de l'art. Voilà, donc ici nous entrons en paysage à travers des œuvres qui sont conservées au Musée des Beaux-Arts. Donc ici, par exemple, derrière moi, vous pouvez voir toute une collection d'œuvres d'un peintre qui s'appelle Victor Gallos, qui est un peintre palois, qui a passé toute sa vie à Pau, et qu'on appelle de ce très joli petit mot que j'aime beaucoup, moi, qui s'appelle petit maître. On dit que c'est un petit maître. En même temps, il a passé sa vie à regarder et à peindre le paysage qu'il voyait d'ici. Donc voilà, on a le plaisir ici de montrer une collection, ce qui est rarement fait, une collection complète sur un même peintre. Toutes ces peintures proviennent du musée. La première peinture qu'on voit quand on arrive dans cette exposition, eh bien, c'est une scène religieuse. C'est une scène où on voit la Vierge avec le Christ. Mais pourquoi on met une scène religieuse dans une exposition qui parle de paysage? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ici, on peut voir
alors, cette peinture est une peinture du musée, c'est une peinture du XVIe siècle. Andrea Solario, c'est le peintre. Il a fait ce que pratiquent les peintres de cette époque-là, c'est-à-dire qu'il a introduit une fenêtre, une vedute, à l'intérieur de son tableau pour que, effectivement, on ouvre et que la peinture de paysage perce le tableau. C'est l'origine du paysage. Voilà pourquoi cette peinture est là. Alors, on est parti de la peinture de paysage en Occident, dans notre culture, mais finalement, cette peinture de paysage, elle est fondée sur la connaissance, sur l'invention de la perspective. Le regardeur, le peintre et nous, en tant que regardeurs, nous sommes devant un paysage que nous voyons devant nous. C'est d'ailleurs ça, la première définition du paysage, c'est quelque chose que l'on regarde devant nous. On va faire un détour par d'autres civilisations, et notamment par la Chine, qui, pour dire paysage, dit montagne haut. La montagne, alors c'est intéressant que ce mot paysage, qui n'est pas, la Chine ne représente pas les paysages avec la perspective, il les représente d'une autre façon, et c'est intéressant cette histoire de montagne et eau. La montagne, c'est ce qui est devant nous, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est bâti, c'est ce qui est construit, c'est ce qui est dur. L'eau, c'est ce qui coule, c'est ce qui s'écoule. La montagne, c'est ce que l'on voit, l'eau, c'est ce que l'on entend. Donc on a un peu ici un jeu d'opposition, comme le yin et le yang. On a finalement deux contraires qui se rassemblent. C'est pour ça que ça nous intéresse. C'est pour ça qu'on va s'intéresser, qu'on va déployer dans cette exposition ces deux notions de montagne et d'eau. Aussi, pour une autre raison, c'est qu'on va arriver là à ne plus être devant le paysage, mais à entrer dans le paysage. La peinture chinoise, si vous la regardez, on voit des personnages qui sont dedans. Et c'est ce que nous allons essayer de faire avec les artistes qui nous attendent. François Flamichon, cette personne que nous ne connaissions absolument pas du tout, mais vraiment du tout. Et pourtant, ça a été une des grandes découvertes pour nous de ce travail. François Flamichon, on en a eu la première fois une première connaissance par un livre, qui est un livre de Serge Briffaut, qui était depuis 30 ans dans notre bibliothèque, je crois. Ce livre s'appelle « Naissance de paysage », c'est la thèse de Serge Briffaut, qui est un géographe. Il avait mis une gravure assez étonnante sur sa couverture. Et puis, dans son livre, il parle effectivement de François Flamichon. Donc on s'est dit, ça serait bien si on pouvait en savoir un peu plus, parce que cette gravure nous intriguait. Et donc on s'est rendu compte, enfin on a cherché un peu, et on a vu que par bonheur, cette gravure fait partie d'une série de plusieurs autres gravures, et se trouve dans un livre qui se trouve à la bibliothèque patrimoniale de Pau, qui est logée, comme tout le monde le sait, dans un très beau bâtiment de l'usine des tramways. Donc, nous sommes allés demander si on pouvait avoir accès à cet ouvrage, et on a découvert, alors là ça a été mais vraiment un grand choc, on a découvert ce livre, qui est un livre qui n'a pas de nom de l'auteur, mais après on sait que ce livre vient de l'abbé Palassou, probablement qu'on en reparlera plus tard. Ce livre s'appelle « Essai sur la minéralogie des monts Pyrénées ». Il est illustré de plusieurs pages qui portent des gravures. Et là, c'est là que ça a été un choc extraordinaire pour nous. Ces images, nous n'avions jamais vu une chose pareille. Et nous en avons été extrêmement frappés. Donc on y reviendra tout à l'heure. Juste vous dire que c'est amusant comme le rebondissement d'un livre à un autre, puis à un troisième, parce que finalement, au bout du compte, nous avons travaillé, nous sommes allés à l'endroit où François Flamichon avait dessiné ses gravures, et nous avons finalement fait un chapitre de notre livre qui s'appelle Ici commence le chemin de montagne, qui parle de ça. Voilà. Alors, Cécile Debos, chargée de l'inventaire du patrimoine de la ville de Pau. Nous sommes venus accompagner un petit peu cette exposition par
une série d'animations qui était censée accompagner la visite de l'exposition au musée et avoir présenté un petit peu dans l'espace public l'œuvre de Flamichon, l'œuvre bâtie de Flamichon, aux côtés de son œuvre un petit peu artistique et de dessinateur des montagnes, par le complément de carrière en fait qui est la sienne sur l'espace public. Alors évidemment, l'épidémie que vous connaissez nous a un petit peu empêché de présenter ça dans l'espace public, de même dans l'exposition, et donc nous faisons ça sans public et en captation pour vous restituer un petit peu ce contenu. Nous sommes venus présenter Flamichon, notamment pour ma part, partie de François Flamichon, qui n'est pas dessinateur, mais qui est plutôt ingénieur géographe et architecte, qui va œuvrer dans l'espace béarnais à partir de son arrivée à Pau. Ce déroulé en fait, de carrière vient avec l'arrivée de François Flamichon dans la zone pyrénéenne pour le lever de la carte de Cassini, qu'il va contribuer à dessiner, et il va s'établir sur place. En fait, il se trouve qu'à cette époque-là, on n'a pas pléthore de dessinateurs à Pau, et que son trait de plume va nourrir de nombreux projets. Le premier projet que nous présentons montre le dessin de la place de Gramont par François Flamichon. C'est un projet qui est sien, en fait, c'est un projet qui germe dans son esprit et qui vient du fait d'une commande qu'on lui adresse de la construction d'un théâtre que vous voyez en haut à gauche du document, qui occupe l'angle nord-est de la place de Gramont actuelle. Il est en contact avec un parlementaire qui a l'idée de cette place de théâtre à construire une comédie dans le domaine du château, et qui demande une concession de ce terrain au château pour pouvoir construire cette comédie. François Flamichon y ajoute, du fait de ses connaissances des projets contemporains de l'époque en France notamment, il adjoint la comédie d'une place qui serait destinée à la mettre en valeur et destinée également dans son idée à devenir un nouveau centre, à devenir une nouvelle place principale de la ville de Pau. Alors le projet, il va connaître un certain succès. Le projet de Place de Gramont va être réalisé. Les Palois la connaissent, mais il ne va pas être totalement réalisé dans l'esprit de Flamichon, sachant que la seule part bâtie que Flamichon verra sera cet établissement de la comédie qui fonctionnera donc de la toute fin du XVIIIe siècle au milieu du XIXe. Il faut savoir que François Flamichon va travailler sur ce projet entre 1778 et 1780-86 étant la date à laquelle est attesté un fonctionnement réel de la comédie avec des pièces qui viennent s'y jouer. Tout le reste du projet, c'est-à-dire le projet de place, Flamichon ne le verra pas. Il décédera avant de connaître en fait le succès de cette place et son achèvement. Il en est certainement en partie responsable, lui et le système sur lequel il a construit cette place, qui fait que normalement il demande la concession du domaine du château à son nom. Il fait lever les établissements qui bordent la place et la place. François Flamichon ne verra pas l'achèvement de cette place, il verra l'achèvement de la comédie qui est construite entre 1778 et 1786, date à laquelle on sait que se tiennent des représentations. Et la place sera... Alors lui, il lancera ce projet-là, et la place sera construite, mais suivant d'autres plans et achevée suivant d'autres plans qui sont plus dans l'esprit de la première moitié du XIXe siècle. Flamichon décède en 1788. Ses héritiers ont pour tâche, étant donné les engagements qu'ils ont pris envers le domaine national et la ville, de terminer la place, mais celle-ci mettra 50 ans à voir le jour. Et elle est terminée aujourd'hui dans un esprit totalement 19e siècle, quand la partie comédie, qui est aujourd'hui construite et conservée, il y a aujourd'hui une pharmacie en rez-de-chaussée à l'angle nord-est de la place de Gramont, c'est vraiment le morceau de place de François Flamichon qui est bâti. Tout le reste sera achevé bien plus tard. Au nombre des projets palois, nous avons celui-ci. Alors, étant donné que l'établissement a disparu totalement, nous ne savons pas si ce projet de Flamichon a été réalisé. Il s'agit d'un complément, en fait, d'un hôtel particulier dédié au premier président du Parlement de Navarre, donc un hôtel particulier qui servait à des fonctions de représentation et officielles, en fait, liées à la charge, qui se situait à l'endroit de l'actuelle préfecture et qui a été démoli par le feu en 1908 et qui aujourd'hui n'existe plus.
Ce dessin montre un petit peu la casquette de François Flamichon, architecte. En fait, il se glisse dans la peau d'un bâtisseur. Et là, il semble que ce qu'on lui ait demandé, du fait de ses qualités de dessinateur, c'est la réfection d'une porte. Vous voyez les deux vantaux ici, et ici le tympan sculpté de l'imposte. On voit qu'il maîtrise un petit peu les codes du dessin d'architecture de l'époque et qui montre la partie existante, vous avez ici en jaune sur le dessin, et la partie projet qui figure en rouge dans la coupe. Il semble qu'il ait à changer de cet hôtel particulier qui est bâti dans les années 1760, il ait à changer des petits morceaux. Les tables ici, et le tympan sculpté. Peut-être une création qui est liée à la fonction même d'abriter en fait le premier président du Parlement de Navarre. Vous avez le dessin de feuilles de laurier et de feuilles de chêne, des attributs un petit peu traditionnels, et ensuite les médaillons, les blasons aux armes du Béarn et de la Navarre avec les baquettes et les chênes. Alors ici, il s'agit d'un devis descriptif de travaux qui sort des archives communautaires de la ville de Pau et qui montre une partie en fait du devis descriptif qui était nécessaire pour l'établissement des logements qui étaient attenants à la place Grammont dans le projet de François Flamichon. Ce dessin a servi aux entrepreneurs à bâtir la partie logement qui était située en arrière de la place Grammont et qui formait en fait par la façade l'alignement de la place. Ce dessin particulièrement montre l'aide à la construction des lieux à l'anglaise. Alors les lieux à l'anglaise, ce sont des latrines, ce sont l'ancêtre de nos toilettes. Vous voyez en fait il y a 4 parties dans ce dessin, une partie vue de dessus en haut, une partie coupe en dessous, une partie élévation également. La première montre les toilettes vues du dessus, avec la petite retombe qui permet de fermer les toilettes. Et la partie inférieure montre le fonctionnement technique en fait, des toilettes par l'écoulement des eaux, l'acheminement et les conduits qui servent à l'évacuation des déchets dans les logements de la place Grammont. Grâce aux documents d'archives, on arrive à suivre aussi la carrière de François Flamichon, pyrénéiste, et dans la construction un petit peu également de l'histoire du Béarn et des Pyrénées. Vous avez ici en fait cet ouvrage qui est un exemplaire relié de la totalité de la circulaire des Pyrénées qui est paru, alors je crois que c'est un hebdomadaire, mais qui est paru un an entre 1778 et 1779. Et vous avez ici la totalité des exemplaires. Et on s'aperçoit dans ce document qui est vraiment passionnant et qui montre la totalité de la carrière de François Flamichon, parce qu'il semble que François Flamichon est vraiment l'oreille du journaliste de l'époque dans la construction de cette circulaire. Cette circulaire, chaque numéro en comprend 4 pages, avec des nouvelles locales et aussi des nouvelles un petit peu spécifiques à l'actualité de l'époque. On est en 1778, je l'ai dit, quand ça commence. Et en 1778, François Flamichon est déjà arrivé depuis quelques années pour l'établissement officiellement de la carte de Cassini. Mais il apparaît dans la circulaire qu'il est aussi missionné pour l'établissement de la frontière des Pyrénées pour le compte du gouvernement et de l'État, en fait. 1659, traité entre la France et l'Espagne qui met fin à des années de guerre. Et dans les termes du traité, normalement, il y avait l'établissement de la frontière des Pyrénées entre la France et l'Espagne. Sauf que ce terme de la Convention n'a jamais été mené à bien. Et on s'aperçoit que c'est François Flamichon, en fait, qui va aux côtés des commissaires, alors des militaires de tous bords, et des représentants de chaque pays, en fait, la France, l'Espagne, et un arpenteur d'eux-mêmes du côté espagnol. Ils vont se rassembler au sommet, en fait, pour déterminer qu'est-ce qui fait partie de la France, qu'est-ce qui fait partie de l'Espagne. Après, des petits moments on voit des petits moments de repas, des petits moments de rencontres, des petits moments vraiment où ils marchent dans la montagne et ils dessinent la frontière. Il semble que ce soit là un petit peu le déclencheur de la carrière de François Flamichon, vraiment comme pyrénéiste. Il est vraiment découvreur d'endroits et il va vraiment arpenter le terrain à des fins militaires et diplomatiques. Alors, cette circulaire des Pyrénées, je vous en lis quelques extraits pour vous montrer, pour vous illustrer un petit peu ce qu'elle contient et les contenus de l'époque.
La commission française invita celle d'Espagne à venir dîner à Peyrener, mais Sainte-Christine se trouvant plus à portée, les deux commissions s'y réunirent. Le repas fut magnifiquement servi par les Espagnols. Il commença par la gravité de leur nation et finit par la gaieté française. Le soir, la commission de France se retira à Peyrener. Elle rédigea la première proposition qui tendait à reconnaître, par l'inspection des lieux et par des plans que devaient lever les ingénieurs des deux cours, les différents versants des montagnes contestées pour y faire l'application du traité des Pyrénées. La commission d'Espagne, se trouvant trop limitée dans ses pouvoirs, ne put accepter cette proposition. On voit là les débats qui agitent un petit peu cet établissement de la frontière. Si on rajoute au débat de verre de vin, je ne sais pas combien de temps cela devait durer. On a dans cette circulaire, aux côtés de ce rapport, en fait, de ce récit de l'établissement de la frontière, on voit apparaître tout un tas de missions dans lesquelles Flamichon apparaît en fait. Donc là, toujours la Commission de France demanda à M. de Flamichon de lever le plan des montagnes contentieuses. On est toujours sur l'établissement de la frontière, mais apparaît, au détour de la lecture de cette circulaire, d'autres casquettes de François Flamichon. Archéologue, géologue, il semble qu'il envoie un article sur un pétrolite qu'il aurait trouvé, c'est-à-dire un bois qui est pétrifié, qui s'est transformé, qui s'est fossilisé en pierre. On est vraiment dans l'esprit de ces encyclopédistes de la fin du XVIIIe siècle qui touchent un petit peu à tout de par leur connaissance technique. 15 décembre 1778, on voit que François Flamichon fait construire des bains aux eaux chaudes. Il travaille à la station thermale pour l'établissement des premiers bains de la station. On prétend que M. de Flamichon pourra établir de 7 à 8 autres bains, mais il juge que cette dépense deviendra inutile parce qu'un jour, il faudra détruire tous les bains actuels, rechercher les sources, reconstruire des bains plus commodes pour le public. Nous n'avons pas été à portée de lui demander son avis là-dessus. Quoi qu'il en soit, les bains qu'il a fait construire étaient déjà prêts le 20 ou le 25 du mois d'octobre. Voilà, construction de bains pour les eaux chaudes. Le 5 janvier 1779, François Flamichon se pique de sismologie et analyse un tremblement de terre en vallée d'Ossau. Le 9 février 1779, François Flamichon diffuse un petit peu une idée qui est connue par d'autres archives, aux archives nationales, aux archives départementales et également aux archives communautaires de Pau. Il diffuse une idée qui est sienne de rendre le Gave navigable. Et il va y travailler, mais c'est un projet qui ne verra jamais le jour. En 1773, M. de Flamichon avait proposé aux États les moyens de rendre les torrents du Béarn navigables et de prévenir les ravages qu'ils causent dans les plaines par leur débordement. Les États crurent que la province ne devait pas hasarder la dépense d'une si grande entreprise, mais ils exhortèrent l'auteur du projet à continuer les observations et les recherches sur cette matière. Le ministre lui fit la même invitation. C'est un petit peu le drame de la vie de Flamichon, c'est qu'on lui demande de réaliser des projets d'envergure publique et qui peuvent intéresser tout le monde à ses fonds propres. Et c'est un petit peu les problèmes que connaissent les architectes et bâtisseurs de cette époque-là. Flamichon mourra complètement ruiné et sans avoir pu achever et rentrer dans les fonds qu'il a mis dans ses projets. Là, on est toujours sur la navigabilité du Gave. La circulaire sert à publier le programme du projet de Flamichon. Plan général et combiné. Permettez, messieurs, qu'il vous en offre l'esquisse. Il offre l'esquisse du projet à la lecture des circulaires des Pyrénées. Les objets qui renferment sont du ressort de votre administration. Ils sont conformes aux vues actuelles du gouvernement qui accorde la protection la plus signalée à la navigation intérieure du royaume. Alors certes, elle accorde la navigation, elle accorde la protection au projet, mais elle n'accorde pas les fonds qui seraient inhérents à la réalisation de ce programme de rendre le Gave navigable. Alors à cet endroit-là de l'exposition, autour de ces documents, donc la carte de Cassini et essai sur la minéralogie de Palassou, nous faisons un petit focus sur le début de carrière de François Flamichon et son arrivée à Pau. Il vient à Pau, supposément, pour établir la carte de Cassini. Alors c'est une entreprise, la carte de Cassini, qui débute à la fin du XVIIe siècle, qui est une entreprise de longue haleine, qui, à des fins diplomatiques et militaires, là encore, vise à établir la carte du royaume de France.
Ça va prendre un certain temps et on va terminer par les confins de la France de l'époque, c'est-à-dire le Béarn, les Pyrénées et la partie vraiment sud-ouest de notre pays. On a ici deux documents un petit peu extraordinaires. Ici, un relevé des points qui servent à la triangulation du travail dont va se servir François Flamichon. On voit que la date est de 1744. On voit qu'on a triangulé le territoire pour pouvoir établir cette carte, mais la carte ne va pas être réalisée tout de suite. Il se trouve qu'à l'époque, si au départ de la carte de Cassini, il y a une commande de l'État pour réaliser ces documents, à la fin du XVIIIe siècle, étant donné le temps que prend l'ouvrage et la réalisation des différentes feuilles nécessaires à l'établissement de la carte de Cassini, la commande a pris un peu de retard et la commande s'est aussi un petit peu privatisée. C'est-à-dire qu'on n'a plus Cassini, donc les descendants de Cassini, il y a 4 générations qui se succèdent sur la réalisation de cette carte. Les descendants de Cassini ont un petit peu privatisé l'entreprise pour entrer dans leurs fonds et puis pouvoir aussi achever cet ouvrage. François Flamichon va donc se servir de ce relevé de triangulation qui sert de base à son travail pour réaliser cette feuille des Pyrénées et également la feuille d'Aire sur l'Adour qui vont terminer cette carte de Cassini sur les confins pyrénéens. Et on voit voilà, tout ce qui est dans ces documents, on voit les éléments géographiques, on voit les frontières, on voit un petit peu la partie naturelle du paysage et quelques éléments qui servent généralement de repère à la triangulation, donc des éléments un petit peu bâtis, mais qui sont très ponctuels et très schématiques, et les éléments principaux du paysage. Il faut toujours avoir dans l'idée que, certes, on est dans une démarche de connaissance du territoire, mais que cette démarche de connaissance, elle a une visée souvent militaire et diplomatique. Alors, on est en 1771, François Flamichon a 21 ans, et il est affecté au service de la carte générale de France, donc comme vient de le dire Cécile, et donc il participe à des campagnes sur le terrain. En fait, il est ingénieur géographe, c'est son titre, et concrètement, il est arpenteur, c'est-à-dire qu'il marche. Il marche d'abord dans la campagne, il a des outils, il a un graphomètre à lunettes, je trouve que c'est quand même assez délicieux. Les arpenteurs, ils ont aussi un compas, une loupe, un rapporteur, donc ils prennent des mesures, ils montent sur des clochers et ils triangulent, ils repèrent les différentes hauteurs. Voilà, ça, il fait ça très bien pour la carte d'Aire sur Adour, et ensuite il arrive à la carte à devoir faire les cartes qui se rapprochent des montagnes. Là, c'est plus compliqué, parce qu'on ne peut pas, d'abord, on n'a pas un curé pour nous monter en haut du clocher, et puis on ne sait pas par où commencer dans ces montagnes. Tout est complètement intriqué les uns dans les autres. Comment faire une carte d'une montagne, c'est extrêmement complexe. François Flamichon, qui est jeune et gaillard, il y va. Il marche dans les montagnes, il les arpente, il s'y passionne. Et il écrit plus tard tout le mal qu'il a eu à faire ça. Et notamment, je vous le cite parce que c'est délicieux, dans le livre qu'il a écrit qui a été publié à titre posthume, qui s'appelle « La théorie de la Terre », il écrit « Ceux qui, après moi, parcourront ces déserts », il parle des montagnes, « ne se douteront pas qu'un pauvre géographe les a contournés au péril de sa vie pour ne pas laisser de blanc sur la carte. » Ça, c'est l'ambition. On ne laisse pas de blanc sur la carte, on doit tout cartographier. Je reprends, Flamichon dit « On ne saura pas que ce géographe n'a pas trouvé un seul montagnard qui ait su le guider dans la route qu'il s'est frayée à tâtons pour aller à la découverte de cantons en les circonscrivant de loin et en plongeant dessus autant que la hauteur des pics ambiants lui a permis. Quand je repasse tous ces faits dans ma mémoire, je suis surpris d'exister encore. » Voilà. Donc, on a un homme qui a bien marché dans les montagnes et qui s'est tellement passionné qu'il s'est demandé, en fait, comment se fait-il que comment ont été érigées, comment se sont fabriquées ces montagnes. On ne sait pas, on ne connaît pas la formation de la Terre, et c'est la grande question.
Donc on se demande en fait si c'était des accumulations de sédiments qui à certains endroits ont été creusés, donc il ne resterait que les parties immergées, ou bien si on a une autre hypothèse qui serait qu'il y a des soulèvements. Donc là on a entre Flamichon et Ramond, on a des hypothèses qui se croisent et on se demande bien, effectivement, on se pose cette question de l'origine et la formation de la Terre. Voilà que notre François Flamichon, qui s'interroge beaucoup sur la formation de ces montagnes et qu'il vient de découvrir, n'a pas forcément les outils complètement pour résoudre ces questions-là. Et il va rencontrer un savant qui va beaucoup l'intéresser et avec qui il va construire finalement un projet en commun qui s'appelle Bernard Palassou, l'abbé Palassou. François Flamichon écrit « À la fin de mes courses, le hasard me fit rencontrer un naturaliste qui voyageait dans les Pyrénées. La conformité de nos goûts en fit un ami. » Cette relation est très fertile parce que Flamichon, lui, c'est un marcheur, c'est un gaillard, il est capable d'aller regarder de près la constitution des montagnes, alors que Palassou, lui, ne peut pas faire cet effort-là, mais par contre, de leur discussion va naître effectivement une relation et une écriture commune entre texte et image. Alors, de cette rencontre entre Palassou et Flamichon va naître un ouvrage qui est un ouvrage assez étonnant, qui est un des premiers, en fait, qui est reconnu comme un des premiers ouvrages de géologie sur les Pyrénées, qui n'est pas signé, qui s'appelle l'essai sur la minéralogie des monts Pyrénées, qui n'est pas signé, qui par contre est, nous le savons, de la main de Palassou, et largement illustré de gravures. Alors ces gravures qui nous ont tant frappés quand on les a découvertes, la question du passage de ce livre à l'exposition nous a amené à se dire que ces gravures, il fallait les montrer de manière plus large, plus ouverte que ce qu'on voit dans le livre. Donc on en a fait des reproductions et je vais vous raconter ce que nous avons vécu en lisant avec nos pieds ces gravures. On commence par la légende de cette gravure, elle est intéressante. Vue du pic du Midi de la vallée d'Ossau, élevée, suivant M. Flamichon, de 1407 toises au-dessus du pont bâti sur le Gave près de la ville de Pau. Effectivement, quand on regarde la gravure, on reconnaît bien sûr le pic du Midi à ses deux pics et on voit qu'à son pied, il y a toute une espèce de grand cortège de masses de petites montagnes qui ont l'air de s'écarter. Et puis au milieu, il y a un grand affaissement avec, semble-t-il, une rivière qui coule dans le fond de ce quadrilatère en creux. Regardons précisément cette chose-là et essayons de nous mettre dans l'idée que nous avions avec Bertrand, quand nous avons commencé à travailler sur ce livre, d'essayer d'aller à l'endroit où Flamichon a dessiné ça. D'où, de quel point de vue, posons-nous la question du point de vue, de quel point de vue Flamichon se place. Le pic du Midi, on ne peut pas le voir en même temps de loin et de près. Là, à l'évidence, il est vu de loin, parce qu'on le voit presque comme si c'était en élévation. Donc en fait, on peut se dire que le pic du Midi, eh bien, il est vu depuis Pau. Bon, mais depuis Pau, évidemment, on ne voit pas cet affaissement et tout ce qui se passe autour. Nous avions un ami montagnard, quand on lui a monté cette gravure, il nous a dit ben, « c'est simple, c'est le jardin anglais ». Ah bon? Le jardin anglais, en fait, c'est près du cercle de Mundels. Et c'est un endroit où, effectivement, il y a une espèce de petit plateau, plutôt un affaissement, parcouru de rivières avec beaucoup de fleurs, et qui est juste tout près d'un cirque qui est au pied du pic du Midi d'Ossau. Donc on est allé là.
évidemment, quand on se trouve sur place, on reconnaît que c'est là. Sauf que la gravure, elle est faite comme si donc le pic du Midi était vu de loin en élévation depuis Pau. L'affaissement dont je parlais, ce fameux jardin anglais, en réalité, il est vu d'avion, comme si c'était une vue d'avion. Et le cirque lui-même, eh bien, il est représenté comme pour essayer de montrer qu'effectivement, c'est une sorte de cirque. Reste encore quelques pics, quelques montagnes comme ça, qui sont pointues, et puis qui sont piquetées de petits arbres. Et là, c'est amusant parce que ce sont des arbres qui sont représentés non pas du tout d'une façon pittoresque, mais plutôt comme des arbres justement sur une carte. Ce sont des arbres un dessin de cartographe. Voilà donc une image extrêmement composite, qui est une image, à la fois une image d'observation, et quand on va là, je vous engage à aller dans le cirque de Mondays, d'ailleurs c'est une très belle balade, vous allez voir qu'on s'y reconnaît, et en même temps, ça n'est pas du tout une image réaliste et prise sur le vif. Voilà une deuxième image qui a aussi sa légende, vue et coupe d'une montagne calcaire située près du Portalet dans la vallée d'Aspe. Ça, c'est pas très difficile à trouver. On repère effectivement près du Portalet, en sillonnant un petit peu, on repère assez facilement cette forme-là, et on se dit, tiens, mais oui, c'est là. Mais par contre, on se pose une question en se disant, mais pourquoi il écrit vue et coupe? Où est-ce qu'il voit la coupe de sa montagne? Et nous imaginions effectivement une coupe comme une coupe dans un plan, c'est-à-dire une coupe en travers. En fait, c'est un détour par autre chose, par des dessins d'anatomie qui nous a permis de comprendre. Alors, un dessin d'anatomie, je vous en montre un, là, j'espère que tu le vois, qui étaient des dessins qui étaient faits à la même époque. Enfin, celui-là est un petit peu plus tardif, mais on avait besoin de comprendre, la science avait besoin de comprendre comment fonctionnait le corps humain. Et donc, on faisait des écorchés, des anatomies que tout le monde connaît. Ici, François Flamichon, en fait, sa coupe, eh bien, c'est comme s'il avait pelé, en fait, la peau de la montagne, et ce qu'il veut nous montrer, c'est effectivement qu'en dessous, on a des strates comme ça qui sont superposées, que là, il dessine. Voilà sa vue et coupe. Et voilà encore une image qui est une image complexe et composite, et qui montre que Flamichon, en fait, ces images, il les fait pour décrire, mais il ne fait pas que regarder ce qui est, il essaye de montrer aussi ce qui est invisible en réalité. Il fait des images qui sont des images aussi pour penser et pour réfléchir. Encore une image donc on regarde toujours la légende, vue et coupe d'une montagne calcaire située à petite distance sud de Casse de Broussette. Casse de Broussette, on peut repérer ce que ça veut dire. En fait, c'est une ancienne cabane de berger qui était sur la commune de La Reims et qui est pas très loin, pour ceux qui connaissent, du Caillou de Soc. Elle est en ruine, mais on peut retrouver les ruines de ce bâtiment. Donc voilà, on y va, c'est près du Caillou de Soc, et bien sûr, on n'a pas emmené le livre. Je pense qu'on n'aurait pas eu l'autorisation de mettre l'ouvrage dans notre voiture. On a une photocopie de cette gravure dans notre poche et on regarde les montagnes en cherchant c'est où. Puisqu'évidemment, le jeu, c'est d'aller exactement où est-ce que ça se passe. Et on ne reconnaît rien. Cette image, elle est quand même très, très étrange, ces sortes de vagues. Et évidemment, on se demande qu'est-ce que ça peut être. Cette grande rigole dans le milieu, ça nous paraît complètement baroque. Et ce grand pic aussi. On se dit, mais on ne trouvera pas, ça c'est vraiment pas réaliste du tout, c'est pas possible. Bon, puis on voit, autour de nous, on voit rien qui ressemble. Il y a une cabane et il y a un berger dans la cabane. Donc je pars avec ma photocopie dans ma poche et je demande au berger, est-ce que vous pouvez regarder cette gravure, est-ce que ça vous dit quelque chose? Il la regarde, il prend pas 2 minutes, il me dit, mais oui, c'est facile. C'est la dent de Soc. Ah bon? Mais vous ne trouvez pas ça bizarre? Vous ne trouvez pas que c'est étrange? Ah mais non, c'est exactement ça, c'est la dent de Soc. Et cette grande rigole qui est au milieu. Ah mais oui, il y a de l'eau qui coule là. Le berger n'est pas du tout étonné.
et nous dit, ben, alors voilà, pour y aller, vous montez, vous prenez par ici, nous indique le chemin, 2h30 de montée, on y va. Donc ça veut dire quand même que Flamichon, il marche, il n'est pas resté en bas. Évidemment, c'est ça qui est stupéfiant, on se trouve devant, on sait que c'est là. On sait que c'est là, oui, il y a cette dent qui surgit, et le plus stupéfiant encore, alors bon, on a déjà identifié que les coupes, elles sont, en fait, il a voulu montrer, il a essayé de peler le sol, ça on l'a identifié, mais reste encore cette rigole. Et le plus stupéfiant, c'est ça. Il y a une grande rigole qui descend tout droit de la montagne, qui ressemble absolument à cette image-là. Encore une fois, on a une image qui n'est pas du tout une image réaliste et qui pourtant est extrêmement informée du terrain. En fait, ce ne sont pas des images vraiment ressemblantes, mais pourtant elles sont si fidèles et si précises qu'elles révèlent, elles parlent, elles nous montrent. Alors, à tel point que finalement, au bout d'un moment, à force d'être fixé sur cette quête-là, nous, on voyait des flamichons partout. Et dans la montagne, on ne voyait que Flamichon. Mais finalement, à l'inverse, Flamichon nous apprend à voir des choses et voyant ça, nous regardons aussi le travail de Flamichon. Finalement, cette œuvre graphique qui a pu être considérée comme, qui peut d'ailleurs être vue comme un peu maladroite parfois ou un peu frustre, elle ne reprend pas du tout les codes de la perspective, pourtant elle est extrêmement savante. Alors, nous sommes ravis d'avoir pu vous présenter ce travail et cette carrière si riche de François Flamichon, à la fois ingénieur géographe, architecte, arpenteur, dessinateur, naturaliste, on va dire. Nous remercions tous les établissements et tous les collègues qui nous ont permis de rendre possible ce moment, le Musée des Beaux-Arts pour nous avoir accueillis, la Bibliothèque patrimoniale pour avoir prêté des œuvres et accompagné le convoi de certaines autres pour présenter les documents que vous avez vus, les archives communautaires de Pau-Béarn-Pyrénées pour le prêt de documents, les archives départementales des Pyrénées-Atlantiques également pour le prêt et le convoi de documents. Je remercie Marie d'avoir accepté de se joindre à nous pour cette petite présentation autour du Focus Flamichon. Je te donne la parole pour terminer cette présentation. Non, mais tu as tout dit, Cécile, merci à toi. Pour en sortir des remerciements, je voudrais porter un véritable souhait, c'est que enfin cette exposition puisse être visible le plus rapidement que nous pouvons, parce qu'ici nous avons des trésors et que vraiment c'est très très bien et merci à vous tous de nous avoir accompagnés pour le porter en dehors de la fermeture, mais quand même c'est très bien aussi de venir la voir en direct live.